Quand on a un cycle hormonal totalement équilibré, où on a des règles tranquilles, peace and love, ça se passe très bien, on a vraiment cet équilibre œstrogène-progestérone. Le corps, dès qu'il va émettre un symptôme quelconque, c'est une sortie. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Et dès qu'on veut boucher la sortie et du coup renfermer les toxines qui essayent de sortir, les toxines, elles vont aller ailleurs. Donc ce que l'on voit sur les réseaux et la vérité, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que moi, j'en reçois beaucoup en consulte, des crossfiteuses plus ou moins connues, qui suivent des diètes plus ou moins bien et qui s'affichent très bien, mais par contre, elles viennent me voir parce qu'elles n'ont plus leurs règles, ou parce qu'elles ont des gros soucis de sommeil, ou parce qu'elles sont complètement dépressives. On ne voit pas l'envers du décor. On est tout le temps en projection future ou en nostalgie passée. On n'est jamais aujourd'hui à l'instant T sur ce qui se passe, et il y a beaucoup de blessures, d'émotions qui nous gouvernent en fait. Quel est l'intérêt de manger dans cet état? Quel est l'intérêt dans la récupération, dans la régénération musculaire, de manger en orthosympathique? Sachant que qui, à part des moines tibétains qui ont travaillé ça depuis des années, arrive à passer de ortho à para comme ça? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE, pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Salut Mathilde, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Ça va super, merci John. C'est un plaisir de te recevoir. Merci de m'avoir invité aussi, surtout. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis naturopathe depuis pas mal d'années maintenant. Je suis énergéticienne aussi. Je pratique dans plusieurs cabinets et principalement, je travaille avec des sportifs en naturopathie, en suivi alimentaire surtout. Mhm. Suivi hormonal aussi beaucoup pour les femmes, Mhm. les grandes spécialités. Voilà. Voilà, en gros, en résumant un peu tout ça. Ça marche très bien, comme ça on peut attaquer directement dans le vif du sujet. Donc je voulais commencer Ouais. j'aimerais commencer avec parler du rééquilibrage hormonal. C'est un sujet qui me paraît fondamental, que ce soit au niveau de la santé de la femme et même de la performance pour celles qui s'y attellent. Mais Totalement. c'est encore un sujet qui est soit méconnu, soit tabou, soit les deux. Donc est-ce que tu peux peut-être nous donner un petit peu les bases? À quoi ça ressemble un profil hormonal qui est équilibré? Dans quel cas ça peut être déséquilibré, et on passera ensuite sur les solutions Oui. après. Alors, tout simplement, un profil hormonal équilibré, c'est quand il y a pas de syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel est devenu la norme maintenant parce que comme toutes les femmes ont mal, toutes les femmes ont des soucis autour de leurs règles, c'est normal. Non, c'est pas normal. On est censé avoir des règles non douloureuses, Mhm. ne pas gonfler, prendre du poids avant, les règles, ne pas avoir des sauts d'humeur, ne pas avoir des douleurs à la poitrine, Mhm. ne pas avoir des douleurs aux ovaires aussi également, enfin ça, c'est pas normal. Donc le déséquilibre, en fait, il arrive dès qu'il y a un symptôme quelconque. Ce qui va nous déséquilibrer le plus, c'est que dans notre société, depuis quelques années maintenant, décennies même, assez polluée, on va respirer forcément des choses, des perturbateurs endocriniens qui sont compliqués à gérer. Peut-être la génération au-dessus de nos mamans ont peut-être eu aussi recours à des traitements hormonaux, ce qui font qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui arrivent à l'adolescence, qui ont leurs premières règles.
elles sont déjà déséquilibrées alors qu'elles n'ont même pas pris d'hormones, elles n'ont rien fait de particulier, elles arrivent avec des règles hyper douloureuses, des symptômes divers comme de l'acné aussi, beaucoup, l'acné hormonale. Et la problématique aujourd'hui actuelle, c'est que dans notre société surmédicalisée, j'ai envie de dire, la solution et la réponse allopathique, c'est les hormones de synthèse. Ce qui n'est clairement pas la solution parce que ça peut poser beaucoup plus de soucis qu'autre chose. Ça met vraiment les problématiques hormonales en sommeil. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a un manque d'éducation, avant toute chose, surtout chez la femme, de quel est l'intérêt d'avoir ces règles. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes me disent en consultation: «Ah, Mathilde, j'ai pris la pilule parce que, un, c'est pratique, ok. Deux, bah, j'ai pas mes règles aussi, donc bah, c'est cool. Ou alors, bah, j'avais tellement mal que depuis que j'ai la pilule, ça va beaucoup mieux. Ok, alors on n'a pas réglé le problème pour autant. Au contraire, on a mis la problématique en sommeil. Les règles, chez nous, les femmes, nous servent à vider un peu nos poubelles chaque mois. C'est comme ça qu'on va se faire une détox qui est vraiment d'une efficacité dingue. On pourrait se faire 3 semaines de randonnée, jus de légumes, yoga, tout ce que tu veux, méditation. On n'a pas la même efficacité que 3, 4, 5 jours de règles. Donc, statistiquement aussi, c'est ce qui montre que les femmes ont une espérance de vie un peu plus longue que les hommes. Bref, les hommes n'ont pas ce process d'élimination. Eux, ils vont avoir, vous avez la transpiration, et c'est tout, entre autres. Mmh. Donc nous, on a la chance d'avoir nos règles. Et donc déjà, il faut le comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur d'avoir des règles, elles trouvent ça même dégoûtant, ou voilà, c'est complètement physiologique. Et si le corps humain de la femme a fait en sorte qu'elles aient des règles, c'est pas pour rien. Mmh. Donc déjà, de couper des vraies règles, c'est déjà hyper dangereux. Ensuite, prendre une hormone de synthèse quelconque, que ça soit la pilule, que ce soit stérilé, implant, peu importe, c'est une hormone de synthèse, donc ce qui n'est pas sécrété naturellement par notre corps. Déjà, ça va perturber notre corps, parce que c'est un corps étranger. Donc cette perturbation va énormément l'acidifier, va créer des toxiques et des toxines aussi par derrière, et ce n'est pas anodin. Le corps ne reconnaît pas les molécules de synthèse, hein, il reconnaît le naturel. Il reconnaît ce qu'il y a dans la nature, sur la planète, quoi. Donc prendre une hormone, déjà, ça le perturbe. Ça coupe notre sécrétion hormonale, de prendre une pilule ou une hormone de synthèse. Notre sécrétion hormonale, c'est ce qui va nous différencier d'un homme. C'est-à-dire que notre expression féminine, c'est quand même nos hormones. On change notre rythme hormonal, on devient un homme. Donc déjà, d'un point de vue psycho-émotionnel, faut pas s'étonner s'il y a beaucoup de femmes qui sont pas bien dans leur basket, qui sont pas bien dans leur tête, qui savent pas trop où elles vont, qui elles sont, pourquoi, comment. Déjà, ça part de là. Déjà, ton rythme physiologique, il n'est pas naturel, il n'est pas toi. Tu as coupé ton expression de toi-même. Mmh. Et à la place, tu prends une molécule de synthèse et tu robotises, entre guillemets, ton corps. Et on Donc, amène, pardon de te couper, on amène cette pièce extérieure au puzzle, un puzzle qui n'est pas juste un puzzle avec des pièces qui s'imbriquent, qui est un système complexe, qui a des oui, propriétés émergentes qu'on ne peut pas nécessairement contrôler ou prédire. oui, Et donc, d'introduire une molécule quelconque qui est externe et qui va, comme tu as dit, avoir une influence sur non seulement le niveau hormonal, mais certainement aussi sur plein d'autres plans différents au niveau du fonctionnement du corps humain. Il faut et je ne suis pas médecin, donc parler à des professionnels comme c'est pour ça que j'étais sur le podcast. Je me prétends pas apprenti médecin, mais voilà, je comprends que le système humain, le corps humain, c'est complexe et il faut faire attention quand tu commences à jouer avec. on n'a pas le recul encore. Je pense que d'ici 20-30 ans, Mmh. on va commencer à se rendre compte que, sans employer des mots forts, mais on peut presque le dire, on est presque sur un génocide de la femme un peu quand même, hein, parce Mmh. que c'est hyper violent. Alors, le problème, c'est que la médecine allopathique, alors je ne mets pas non plus tous les médecins dans le lot, parce que bon, après on va dire que je tape sur les médecins, mais non, a que cette réponse-là. C'est-à-dire qu'ils n'apprennent que l'antisymptomatique. Donc, les femmes arrivent avec des gros troubles menstruels à la puberté, que ça soit de l'acné, que ça soit des douleurs atroces, que ça soit de l'endométriose, que ça soit plein de choses. Mmh. La solution que la gynéco va donner aux femmes, c'est pilule. Il n'y a pas d'autre solution. Pilule ou, j'ai déjà entendu un retour de consultation de gynéco d'une petite que je suivais à 14 ans, ou tomber enceinte. C'est la seule solution. Alors dire ça à une petite de 14 ans, à côté de sa maman qui ne peut même plus aller à l'école parce qu'elle a des douleurs atroces, Mmh. bon, voilà. Euh,
Donc ça pose réellement souci, en fait, ces hormones de synthèse que l'on ingère, que l'on prend, que ça soit stérile ou autre. Hem, Mettre notre corps en sommeil, parce que c'est clairement le cas, et donner une molécule de synthèse, bah, ça va nous mettre aussi, dans notre état émotionnel, physiologique et même spirituel en sommeil, un peu. On va vraiment être robotisé de toutes parts. Et comme tu disais tout à l'heure, ça n'a pas qu'un impact sur notre sphère hormonale, mais la pilule explose un microbiote. La pilule va énormément, avoir d'impact sur la sphère hépatique, hépatotoxique. C'est quand même le foie qui va réceptionner la pilule notamment. Donc il y a des femmes qui ont des bon, les sportives principalement que je suis, qui ont des tendinites à répétition, qui ont un microbiote complètement explosé, qui ne peuvent plus rien digérer, qui prennent beaucoup de poids, beaucoup de rétention d'eau, beaucoup d'inflammation, des problèmes de peau à gogo. Bah, déjà ça part de là, en fait. Donc elles vont mettre des choses en place dans leur alimentation, elles vont mettre des choses en place dans leur training Mmh. et elles n'ont pas de résultat. Oui, parce qu'en fait, le gros du problème n'est toujours pas réglé. Donc, elles se prennent aussi la tête, et c'est le cas de le dire, parce que les résultats n'arrivent pas. Et du coup, elles culpabilisent derrière. Et là, on est Euh, sur le sujet des hormones de synthèse et de la pilule en particulier. Est-ce qu'il y a des cas concrètement, pour essayer de jouer un peu l'avocat du diable, où ça peut être une bonne idée de prendre la pilule pour une femme, où il y aurait potentiellement soit des effets positifs de la pilule qui seraient plus grands que les effets négatifs potentiels dans une situation donnée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? alors, je vais faire le parallèle avec une autre forme de médication qui sont les antidépresseurs ou anxiolytiques. Dans l'urgence, Mhm. c'est hyper intéressant parce Mhm. que pour les antidépresseurs, par exemple, ou les anxiolytiques, quand la personne est au fond du trou, c'est masquer la problématique encore une fois, parce qu'il faut qu'elle aille travailler, faire une thérapie, travailler sur le fond du problème. Mais là, quand elle est au fond du trou dans une détresse absolue, bah oui, c'est un soutien, c'est une béquille. Mais Mhm. c'est une béquille qui ne résout pas la problématique. Donc, quand il y a des femmes qui ont des syndromes d'ovaires polykystiques, qui ont des grosses pathologies au niveau de la sphère urogénitale, en solution de secours, oui, ça soulage sur l'instant, quand elles n'en peuvent plus, quand elles sont bourrées d'acné, quand elles n'en peuvent plus. Le problème, c'est que, encore une fois, ça met en sommeil, mais ça nourrit la problématique. Et ça a été mon cas. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis intéressée un petit peu à la naturopathie, à la spécialisation un peu hormonale aussi. C'est que moi, j'ai eu des gros soucis à la puberté hormonaux, errance un peu médicale, hein, pilule sur pilule, immaturité ovarienne à droite à gauche, enfin bref, 10 ans de pilule, bah, pas le choix, hein, catastrophique. Prise de poids, perte de poids, yo-yo, complètement déprimée, avec d'autres soucis à côté. Heu, Déclenchement d'une endométriose. L'endométriose était sûrement là. En fait, pour Tu peux résumer, expliquer ce que c'est pour les gens qui connaissent pas ouais, ou qui... grossièrement, en fait, c'est la maladie de l'endomètre, endométriose, maladie d'endomètre, où il va y avoir des cellules utérines qui vont migrer à différents endroits du corps. Elles peuvent migrer à l'épaule, elles peuvent migrer au genou. Et en Mhm. fait, au moment où il va y avoir les différentiels hormonaux et du coup les règles qui vont arriver, ça va faire comme une espèce de toile d'araignée, ça va tendre de partout. Et du coup, ça va créer des spasmes et des douleurs atroces, notamment. Ça peut créer aussi beaucoup de kystes, d'ovaires polykystiques, parce qu'en fait, l'endométriose, entre autres, est un gros déséquilibre entre les œstrogènes et la progestérone. Quand on a un cycle hormonal totalement équilibré, où on a des règles tranquilles, peace and love, ça se passe très bien, on a vraiment cet équilibre œstrogène-progestérone. Un petit syndrome prémenstruel, c'est ça. C'est un petit peu trop d'œstrogène, pas assez de progestérone. C'est pas compliqué de nos jours d'avoir un petit syndrome prémenstruel parce que tous les perturbateurs endocriniens que l'on boit, que l'on mange ou que l'on respire sont des phytohormones qui vont envoyer en fait des messages à notre corps de faux œstrogènes. Donc notre corps se retrouve un petit peu brouillé avec tous ces œstrogènes. Donc il va y avoir une surplus œstrogénique, surtout au niveau du foie d'ailleurs, ce qui va créer ce petit déficit-là. Ok, petit syndrome prémenstruel, gros syndrome, très très gros syndrome, endométriose. Mais on est toujours sur cette vague-là. C'est pour ça que dans mon cas et dans beaucoup de cas de femmes que j'ai dans mon cabinet, quand on a un très gros syndrome prémenstruel et qu'on prend la pilule pendant longtemps, on ne le voit pas, on l'a mis la problématique en sommeil, sorti de plusieurs années de pilule, on est là. Et c'est comme ça que, dans mon cas aussi, après 10 ans de pilule, j'arrête parce que j'en peux plus, pour d'autres raisons, des migraines à répétition, des vomissements, de la prise de poids de 10 à plus 15 kilos à moins 10 à moins 15 kilos, c'est quand même énorme. Déclenchement de la maladie à ce moment-là. Donc,
La réponse de la pilule, il n'y a pas le choix, je suis pas d'accord parce que du coup, bon, c'est tombé bien dans les moments de ma vie. J'ai commencé à faire mes études à ce moment-là et j'ai commencé à faire, bah, mon propre cobaye pendant mes études. J'ai vraiment eu le syndrome de l'étudiant, c'est-à-dire j'ai tout testé. J'apprenais un truc, je testais, je voyais ce que ça faisait dans mon corps. Donc j'ai vraiment testé tous les protocoles, toutes les plantes possibles et je voyais qu'il y avait des semblants de résultats, quoi. Évidemment, c'est long parce que quand on vient de traiter un terrain en naturopathie, on règle pas le truc en 3 semaines. Évidemment, on n'est pas sur une molécule de synthèse. On vient rééquilibrer un terrain qui profondément est déséquilibré, donc c'est sur plusieurs mois. Déjà, il faut être patient. Déjà, il faut avoir un objectif sur le long terme. Bon, bah, j'ai fait toutes mes études comme ça. J'avais mon objectif à la fin de mes études sur le long terme. Et j'ai vu qu'en un an de traitement, je me suis mis la dose, hein, j'ai tout testé vraiment. Bon, aujourd'hui, j'ai revu un petit peu mon protocole, mais bon, j'avais besoin de tester aussi. En un an, j'avais quasiment plus de problèmes. Mais vraiment plus de problèmes. Alors que bah, toutes les gynécos que j'allais voir, parce que j'en ai vu pas mal, j'avoue qu'à l'heure actuelle, j'y vais plus trop, ou je vais voir des sages-femmes qui sont un petit peu plus à l'écoute, heu, ne comprenaient pas, voire même mettaient en doute le fait que j'ai la pathologie avant. Mmh. C'est quand même fort. Mais parce que j'ai traité des choses avec, bah, de la phytothérapie, de l'aromathérapie, de la gémothérapie, des plantes naturelles. Forcément, à côté de molécules de synthèse, beaucoup de médecins, attention, je ne mets pas dans le lot de tous les médecins, bah, ils en rigolent un peu de mes petites plantes de Mmh. druides, comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et je vais revenir sur la part de traitement. Avant ça, je vais te poser une question pour peut-être les jeunes femmes qui nous écoutent et qui arrivent à leurs premières règles avec tous ces soucis, justement, Mmh. sans nécessairement avoir pris la pilule avant. Mmh. Comment est-ce que tu approches ce problème de la même manière que quelqu'un qui a un souci avec la pilule ou pas nécessairement? Quasiment. Quasiment de la même manière. C'est peut-être le temps du protocole qui va être plus court parce qu'il y a moins d'antécédents, mais quasiment de la même manière. Justement, c'est génial. Justement, quand elles viennent me voir et qu'elles me disent: «Bon, bah, je commence à avoir vraiment des grosses douleurs, je vais voir ma gynéco dans un mois, elle va me prescrire la pilule». Je dis: «Alors stop, on va s'arrêter là». Je vais éduquer la personne parce que c'est pas le tout de lui dire, «Ça c'est bien, ça c'est pas bien». Non, je vais Mmh. lui expliquer. Je vais faire de la pédagogie pour que justement elle prenne conscience qu'en fait ce qu'elle va prendre dans son corps, pour l'instant elle est jeune, elle s'en rend pas compte, mais dans X temps ou quand elle aura mon âge, elle va payer la facture derrière. Mmh. Donc justement quand c'est pris tôt, le traitement est peut-être un peu moins lourd et un peu moins long. Mais sinon, on aborde quasiment les choses de la même manière. Il va y avoir peut-être une détox de tout ce qui est métaux lourds, xénobiotiques, parce que c'est quand même assez chargé, ce genre de médicaments, on peut dire ça comme ça, qu'il va falloir faire quand les femmes ont des années de pilule derrière. Une jeune fille qui n'a pas eu tous ces traitements lourds n'a pas besoin d'avoir cette détox aussi profonde que les autres. Mais en termes de protocole, on est sur kiff-kiff le même. Voilà, donc tu parlé des plantes, tu as parlé d'autres aspects aussi. Pour ceux qui sont un petit peu sceptiques par rapport aux plantes, j'aimerais juste vous rappeler d'aller voir vos bouquins de chimie et de regarder Exact. la réaction de la photosynthèse et ensuite mettez à côté la réaction de la respiration cellulaire. En fait, c'est la même chose mais dans l'autre sens. Donc, on n'est Mhm. pas si loin que ça des plantes. Je pense que c'est même pas aller chercher trop loin de dire qu'on est complémentaires. Et donc, je voulais juste préfacer la conversation là-dessus parce que c'est facile d'être sceptique sur ces sujets-là, mais voilà, pour ceux qui aiment bien les chiffres et la science, il suffit d'écrire 2 équations de chimie pour se rendre compte qu'on n'est pas si loin que ça. Exactement. Et de toute façon, n'importe quel type de molécule de synthèse, que ce soit un Doliprane ou autre, prend comme inspiration la biochimie mécanique d'une plante. Mhm. Depuis le début de l'humanité, on se sert de la nature et on se sert des plantes. C'est pas pour rien. Évidemment, nous, aujourd'hui, actuellement, on a une poussée technologique qui est hyper cool. Encore une fois, il ne faut pas non plus en abuser parce qu'il y a beaucoup de traitements de pathologies ou de symptômes, on va dire anodins, qui deviennent après des symptômes plutôt chroniques et du coup de maladies chroniques par surdose de médicaments. Donc Mhm. il faut savoir gérer. La médecine de la chimie est hyper intéressante dans l'urgence, hyper intéressante dans les interventions, dans la chirurgie aussi également. Mais pour les petits on va dire bobos, symptômes du quotidien, pas besoin de se bourrer d'antibiothérapie à gogo ou d'autres choses parce qu'après derrière, eh oui, il y a d'autres soucis par contre. Mhm. Et là, il faut rattraper. Donc
En gros, la naturopathie, de base, c'est une médecine de prévention. Et actuellement, depuis 5-10 ans, on se retrouve à faire de l'urgence, alors que ce n'est pas le rôle principal de la naturopathie. Mais malgré nous, on se retrouve à faire de l'urgence parce qu'il y a des personnes qui se tournent vers nous parce qu'ils n'ont pas été satisfaits par la médecine allopathique ou parce qu'ils ont été détraqués par une problématique actuelle. On va prendre un médicament, un anti-symptôme, mais on ne règle pas la cause. Hein. On prend un anti-symptôme. Cet anti-symptôme peut nous amener des effets secondaires avec une autre pathologie complètement pas en lien pour la personne, mais totalement en lien finalement. Et du coup, on va prendre un autre traitement pour calmer l'inflammation peut-être qui vient du... Bref, donc cette hyper spécialisation est intéressante, mais il faut trouver un équilibre et un juste milieu comme tout. Donc, par quoi tu commences quand tu parles de ce genre de traitement? Est-ce que tu approches chacune de tes clients, de tes patientes avec avec les mêmes éléments? Est-ce qu'il y a certains éléments qui sont, on va dire, toujours indiqués ou toujours recommandés et d'autres dans certains cas précis? Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton approche? Euh, alors déjà, l'approche, elle est individuelle. C'est-à-dire qu'avant toute chose, il faut que je questionne. Il faut que je fasse une anamnèse, il faut que je fasse un bilan clinique, parce que je ne peux pas savoir si la personne m'annonce, je ne sais pas moi, qu'elle a une infection urinaire récurrente depuis des années. Voilà, ok, très bien. Antibiothérapie, évidemment, à chaque fois. Ok. Moi, il va falloir que je cherche d'où ça vient et quels sont en fait les éléments qui se déséquilibrent pour l'amener en fait à cette infection urinaire qui devient chronique. Donc en fait, c'est une enquête. Et une enquête, une personne A va avoir une infection urinaire et une personne B aussi également. Il n'y a pas forcément la même cause pour les deux. Donc on va traiter différemment. Donc c'est une enquête perpétuelle en fait, la naturopathie. C'est de comprendre la cause de la cause de la cause de la cause. Parce qu'une fois qu'on a compris où il y a un déséquilibre vraiment lointain, on va commencer à travailler avec des stratégies de traitement, entre guillemets, naturel. On ne va pas commencer à aller peut-être directement vers le symptôme, quoique on peut donner des antisymptomatiques naturels pour soulager quand vraiment il y a un gros, par exemple, des problèmes cutanés, on va pouvoir donner, hein, mais par contre, ça vient d'où ces problèmes cutanés? Je parlais tout à l'heure de l'acné par rapport aux femmes qui ont de l'acné hormonal. Prendre Roaccutane, c'est mignon, mais ça n'a pas réglé le problème. Ça a encore étouffé la sortie, parce il faut vraiment comprendre que le corps, dès qu'il va émettre un symptôme quelconque, c'est une sortie. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Et dès qu'on veut boucher la sortie et du coup renfermer les toxines qui essayent de sortir, bah, les toxines, elles vont aller ailleurs. Exemple type, les personnes qui font beaucoup d'eczéma sec petit, ça devient de plus en plus connu maintenant, ils se retrouvent à faire de l'asthme plus tard. Tu vas me dire, mais quel est le rapport entre l'eczéma et l'asthme? Bah, c'est simple, les émonctoires sont liés. Les émonctoires, ce sont les portes de sortie de ton corps. Quand tu vas avoir un eczéma sec, ça veut dire que ton corps va être en gros très acide, au niveau aussi des poumons, tu vas avoir du mal à éliminer tes acides volatiles, tu vas les éliminer du coup par la peau, qui est la peau, la porte de sortie principale de ton corps. Bah, quand tu viens mettre une crème à la cortisone dessus, parce que quand tu as un eczéma, c'est un peu dérangeant, donc solution dermato, crème à cortisone. Ok. Bah, en fait, ce process d'élimination de sortie que ton corps essayait de faire, tu le renfermes. Au bout d'un certain temps, ça vient se loger au niveau des bronches. Pourquoi? Parce que en fait, c'est aussi en lien avec des médecines antiques comme la médecine chinoise, parce que j'ai aussi été formée en médecine chinoise et ayurvédique, etc. On a 3 niveaux, c'est-à-dire on a peau muqueuse séreuse, c'est-à-dire de la surface à la profondeur. La surface, c'est la peau. Tu renfermes les toxines qui essayent de sortir par la peau, bah, ça va aller à l'étage du dessus. La peau est en lien avec les poumons, en médecine chinoise aussi également. Et après, ce qui est en lien avec les poumons, c'est le côlon. Et quand tu retraces en fait un parcours de tous les antécédents des personnes, tu peux te rendre compte facilement que les personnes qui ont un certain âge, qui ont des problèmes, des dysfonctionnements au niveau du côlon, ont peut-être eu aussi des dysfonctionnements au niveau des bronches, voire asthmatiques ou autres, et petits bébés avaient de l'eczéma. On a fermé la boucle. Et du coup, ce qu'on vient aussi aider en naturopathie, bah, on fait la boucle dans l'autre sens. Donc les personnes qui ont de l'asthme et qu'on vient aider pour traiter leur asthme, on les prévient, vous allez peut-être avoir une sortie d'eczéma que vous n'avez pas eu depuis 20 ans. Mais du coup, c'est bon signe parce qu'on passe d'un étage supérieur et après, on élimine globalement. Donc c'est ce process en fait, de l'intérieur vers l'extérieur qu'il faut comprendre. Quand on a un rhume, quand on est
quand on a un rhume tout court, mais les enfants, ils sont très, très souvent malades, ils font des fièvres très facilement, bah, c'est super, parce qu'ils ont un taux de vitalité absolument de dingue. Nous, plus on vieillit, plus notre jauge de vitalité diminue. C'est un peu comme un jeu vidéo, au bout d'un moment, on a un peu moins de vie. Bah, les enfants, ils ont une réaction hyper, hyper efficace. Leur donner sans arrêt des Doliprane ou un truc dès qu'ils font une montée de fièvre ou qu'ils ont le nez qui coule, c'est ne pas comprendre en fait ce que leur corps essaye d'éliminer. Peut-être qu'il va falloir diminuer dans son alimentation, exemple, les laitages, qui sont extrêmement mucosiques, c'est-à-dire qu'ils vont créer beaucoup de mucose, ce sont des glaires d'école, la mucose, au niveau du foie, et le foie va déborder au niveau de la peau aussi, mais de type gras, en fait. Donc déjà, c'est comprendre qu'il ne faut pas le bourrer de médicaments et de couper ce process d'élimination, aller voir d'où ça part, traiter peut-être son foie, aider son foie, son intestin, revoir son alimentation, et éviter de tout le temps le bourrer de médicaments, parce qu'au bout d'un moment, il n'est plus malade. Et les personnes qui me disent, moi, de toute façon, je suis rarement malade, j'ai de la chance. Bah, des fois, je leur dis, bah, je préférais que vous soyez un petit peu plus malade parce que ça veut dire que votre corps il réagit un peu plus vite. Il y a aussi des personnes, quand on change, par exemple, la diète alimentaire, qui me disent, mais attends, Mathilde, je comprends pas. Avant, je pouvais manger McDo tous les jours, ça me faisait rien. Depuis un mois ou deux, je fais attention. On a fait un rééquilibrage, on a travaillé sur le terrain, le microbiote, le foie, etc. Bah, maintenant, je mange un McDo, le lendemain, je suis malade. Et je suis devenue fragile ou pas? Pas du tout. T'as, ton degré d'encrassement a diminué, donc ton corps va réagir de manière instantanée et brutale. C'est tout. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que l'absence de symptômes ne veut pas forcément dire bonne santé. Est-ce qu'il y a des outils d'évaluation que tu utilises souvent? Bah, tu as parlé de questionnement, bien sûr, tu vas poser beaucoup de questions. Est-ce que tu fais des bilans sanguins ou d'autres types d'évaluations qui vont te permettre d'amener plus de détails que certaines questions ne le pourraient? Pas trop. Alors, il y a des personnes qui se ramènent en consultation avec leur IRM, leur scanner, leur bilan sanguin, etc. Bon, je regarde, mais je ne vais pas forcément trop m'y atteler parce que déjà, en toute modestie, je ne suis pas très, très spécialisée là-dedans. On n'est pas médecin, donc il y a vraiment une formation à part pour ça. Et là où je vais plutôt m'intéresser, c'est sur le profilage, c'est-à-dire des morphotypes. Il y a des morphotypes, il y a différents morphotypes selon les écoles, selon les médecines aussi également. Quand tu dis Et morphotype, tu veux dire quoi exactement? de profil, en fait, de constitution, en fait. Hmm. En naturopathie, on a plusieurs constitutions, on a plusieurs profils. En médecine chinoise, on en a aussi. Et en médecine ayurvédique, vous, en fitness, ça va être ectomorphe, mésomorphe, endomorphe. C'est ça un petit peu le type de profil. Chaque Donc, c'est morphotype des, c'est va des avoir cat- des points forts et des points faibles. c'est des catégories très générales avec Oui, certaines présentations qui de mon expérience en tout cas, ne sont jamais exactement comme le profil type. exactement. Il y a toujours des différences, mais est-ce que ce serait juste de dire que c'est un point de départ pour commencer un certain raisonnement? En fait, on n'est jamais dans une case, évidemment. On a tous les profils en nous, à des pourcentages différents, et selon aussi notre évolution humaine. C'est-à-dire que quand on est enfant ou bébé, on n'a pas forcément le même profil que ado, voire adulte. Mhm. Donc, les morphotypes me servent énormément parce que déjà, avant chaque consultation, quand les personnes réservent, elles ont automatiquement des questionnaires. Ça reste des questionnaires, ça reste un QCM, sur justement leur manière de s'alimenter, leur manière de penser, leur ossature, leur musculature, leur taille, etc. pour commencer un petit peu à m'indiquer et à peaufiner un petit peu plus mes idées. Des fois, rien que la personne est en face de moi, elle me donne les résultats, je pourrais carrément leur citer tous leurs problèmes. Parce que quand elles rentrent vraiment, pas dans une case, mais dans un déséquilibre d'un certain morphotype, bah, chacun va avoir un petit panel de déséquilibre et on va dire que statistiquement, ils vont tendre plus vers ce genre de déséquilibre quand c'est le morphotype, par exemple 1, Mhm. et le 2 va tendre vers celui-là. Donc, par exemple, quand une femme... Alors, moi, j'utilise beaucoup les morphotypes ayurvédiques. Pourquoi? Parce que je les trouve assez simples. Il y en a plein d'autres, hein, et puis je les ai tous étudiés, mais ceux-là, je sais pas, ils me parlent et j'aime bien. Donc c'est Vata, Pitta, Kapha, hein, c'est vraiment le côté médecine antique. Euh, Chaque morphotype déjà va avoir une corpulence différente. Le profil Vata, par exemple, va avoir vraiment, ce sont des personnes qui vont avoir du mal à prendre du poids. Mais
ça va être une problématique dans leur vie. J'aimerais m'épaissir, prendre de la masse. Ils vont avoir des os assez fins, une musculature assez fine, etc. Ça peut être des personnes assez longilignes, donc soit très grandes ou petites, quelquefois même hyper laxes. Mais voilà, un pur, évidemment, je donne des exemples extrêmes, mais un pur vata, ça va être ça la problématique. Parce que dans son fonctionnement métabolique, il va avoir du mal à fixer ce qu'il mange. Déjà, il n'a pas beaucoup d'appétit. Mais clairement, ça peut être même une corvée de faire manger un vata. Il veut prendre du poids, mais il n'a pas trop faim ou il est vite rassasié. Il va falloir trouver des trucs. Et du coup, il est plutôt attiré vers le sucre qui va le nourrir, on va dire, de manière rapide que autre chose. Son métabolisme a du mal à fixer. Donc, il va falloir travailler sur ça. Il y a un profil qui est totalement l'opposé de celui de vata, qui est le kapha, qui est en fait l'opposé, c'est-à-dire que lui se dilate. Quand le morphotype vata se rétracte, c'est-à-dire que lui, il fait un McDo, il peut perdre 1 ou 2 kilos. Voilà, le profil kapha, c'est l'inverse. Lui, il a regardé la fiche du McDo, il a déjà pris 1 kilo. Dans sa vie, lui, c'est je me dilate, je prends du poids facilement, parce qu'en fait, il va avoir un système lymphatique qui est un peu plus fragile que les autres. Donc, il va vite s'encrasser au niveau de la lymphe. Il va vite s'encrasser au niveau de son métabolisme. À quoi il sert le système lymphatique? À drainer la lymphe qui va en fait, il y a multiples fonctions de la lymphe, mais notamment à drainer les déchets et les toxines, principalement en fait. Il y a une action sur le système aussi immunitaire, etc. Mais on a des circuits lymphatiques un petit peu partout dans le corps, d'où aussi les drainages lymphatiques qui sont hyper intéressants pour les profils comme ça, parce qu'en fait la lymphe chez eux va avoir tendance à vite se bloquer ou se stocker, ce qui va créer ce phénomène un peu de tissu adipeux, de rétention d'eau, de cellulite chez les femmes, etc. C'est ce côté-là un petit peu. Mmh. Euh, Ce morphotype-là, clairement, lui, il n'y a pas besoin de le faire prier pour manger. Il a faim et il est plutôt bon vivant d'ailleurs. Mais il a un système métabolique qui est tellement lent, pour le coup, que c'est ce genre de profils qui vont manger peut-être 2 fois par jour. Une fois à midi, une fois le soir, mais jusque-là, quoi. Cette lenteur métabolique va à la fois lui servir parce que ça peut être des personnes, des bonnes athlètes, son kapha aussi également, des personnes qui vont développer une musculature hyper facilement, hyper rapidement, parce qu'il va avoir le temps de fixer, de métaboliser ce qu'il mange et de construire derrière. Il a entre autres aussi le temps de stocker en même temps, mais il a le temps. Mais il n'a pas beaucoup d'appétit. Donc il y a des morphotypes comme ça qui mangent peu parce qu'ils culpabilisent et qui ne sont pas du tout kapha. Donc, ils deviennent kapha à force de ne pas assez manger parce qu'ils vont retrouver un rythme lent comme kapha. En termes de, aussi en psycho-émotionnel chez le kapha, parce que chaque profil a aussi un caractère, on peut avoir un profil physique et le caractère d'un autre morphotype. Ça aussi, c'est le cas. Le caractère de kapha, ce sont des profils qui sont assez lents, assez posés, assez cool, toujours d'humeur égale. Ils ne montent pas dans les tours, en fait, ce genre de. Donc, c'est assez agréable. On a envie un peu de les bouger quelquefois, sans dire dépêche-toi, mais ce sont des profils qui exécutent très bien, qui adorent la routine. Ils sont assez cool en fait dans leur morphotype. Pourquoi je dis ça? Parce que celui qui est au milieu, là, le troisième morphotype dont je n'ai pas encore parlé, bah, il est au milieu, tout simplement. Et dans le milieu du CrossFit, puisque c'est le milieu que je côtoie le plus, il y en a 99% de ce profil-là qui s'appelle Pitta. Pitta, il est au milieu, donc ça veut dire que lui, il va faire le yo-yo. Un coup, il va à droite, un coup, il va à gauche. Donc, cette rapidité de faire le yo-yo chez Pitta, dans son métabolisme aussi, ce sont des personnes qui me disent, je comprends pas Mathilde, moi si je veux prendre du muscle ou de la masse, franchement j'y arrive bien. Mais par contre je peux perdre tout aussi vite. Voire l'inverse, je peux perdre du poids rapidement, mais par contre derrière je peux reprendre fois 2 ce que je viens de perdre. Parce que la problématique de Pitta, c'est la stabilité. Lui, il va dans des extrêmes à l'autre, et ça, une fois qu'on l'a compris dans son fonctionnement métabolique, déjà ça déculpabilise aussi un petit peu. Donc, quand on est confronté à un Pitta, je suis Pitta, je pense que tu dois l'être aussi un petit peu. On a un profil qui est un peu plus en avant par rapport aux autres, évidemment. Bah, Pitta, c'est un peu le morphotype sanguin, quoi, dans tous les sens du terme. Il s'enflamme, mais de partout. C'est-à-dire qu'un Pitta fait des tendinites à gogo, va avoir des gros soucis hépatiques chez la femme hormonale aussi, des soucis hormonaux. Il s'enflamme. Donc, c'est des personnes qui peuvent être hyper colériques, qui sont speed. Donc, dans leur métabolisme, ça se répercute aussi, ça fait effet miroir. Donc, eux, ils ont besoin de manger et de manger beaucoup. Et en général, les pitas, comme ils prennent du poids vite ou ils perdent vite, bah, ils s'affament parce qu'ils ont tellement peur de prendre du poids. Et plus ils s'affament, plus ils se stressent et ils se mettent en déficit calorique.
Et du coup, s'enflamme. Le feu va faire un appel d'eau, prise de flotte, prise de gras, et moins ils mangent, pardon, plus ils prennent du poids. Rentrer psychologiquement chez une personne Pitta, cette croyance de il faut que tu manges plus que d'habitude pour que tu perdes, alors là, il faut se tenir. Mais c'est ce qu'il faut faire. Donc, moi, je travaille beaucoup avec ces 3 morphotypes-là parce que déjà, visuellement, je le vois. Quand les personnes arrivent, si elle est plutôt frêle, fine, selon la mâchoire aussi, plus ou moins carrée, si elle est plus ou moins bâtie de base. Et ça se répercute aussi dans leur entraînement. Parce qu'un Vata, tu te doutes bien que vu sa structure ostéo-articulaire, il n'a pas un schéma moteur hyper développé, naturellement parlant. Donc, le mec qui va arriver au CrossFit pour la première fois, bah, même une barre à vide, ça va être lourd. Mais il va falloir le comprendre, en fait. Et lui, toute sa vie, sa problématique principale, c'est prendre du poids, mais aussi charger ses barres, prendre de la force. Très compliqué. En revanche, comme un Vata, c'est très cérébral. Ce sont des personnes qui ont des très très grosses capacités intellectuelles, mentales, d'apprentissage, de mémorisation. C'est des tronches, franchement, des Vata. Bah, eux, quand ils sont attirés par le sport, ils sont automatiquement attirés par des sports d'endurance, de conditioning. Un peu le profil type du triathlète, très frêle, très fin, mais qui a besoin en fait de se vider la tête. Lui, quand il veut faire du sport, c'est je veux courir, me mets pas une barre de muscu parce que ça va me saouler. Par contre, c'est ce qu'il devrait travailler. Mais ça, c'est le profil un peu comme ça. Donc, rien qu'en consultation, quand on me donne les résultats des questionnaires, je peux carrément leur expliquer que tel type de WOD, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi, là tu galères pas, après t'as faim, là t'as pas faim. Déjà, ça donne un petit peu des indices en fait sur la personne. Et je sais les fragilités, les points forts et les points faibles, et du coup après je creuse et je vais questionner dans ce sens-là. Et par exemple le CAFA, lui, il va tellement avoir une ossature costaud qu'il a un schéma moteur hyper développé naturellement parlant. Il n'a jamais fait de sport, de crossfit, de muscu, tout ce que tu veux. Il arrive premier jour à la boxe, il soulève une charge dégueulasse, raide comme pas possible, mais il va soulever. Mais lui, tu ne le fais pas courir 200 mètres par contre, parce qu'il n'a pas la même condition. Donc en fait, chacun a des points forts et des points faibles. Le problème de CAFA, c'est que plus il va travailler son point fort, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en général, les CAFA sont très attirés par l'haltérophilie, le powerlifting, la force, quoi. Et ils sont doués. Go, forcément. Bah, ils vont prendre du muscle très vite, très facilement, mais avec une couche de gras quand même et de tissu adipeux autour, parce que la lymphe, elle n'est pas non plus au top du top. Et plus il va prendre de la fibre musculaire, plus il va compresser en fait la lymphe qui va du coup traverser tout le corps. Donc il va falloir encore plus travailler sur leur drainage lymphatique, sur leur système métabolique, parce que ce sont des personnes qui sont très musclées, très fortes, mais rarement sèches. Un Vata, lui, il est sec, mais naturellement. Et là, il y a un point qui est hyper important et qui est plutôt psychologique et que je vois quasiment tous les jours en cabinet, et c'est très féminin, un peu masculin, mais surtout très féminin. C'est Mathilde sur Instagram, moi je veux avoir les tablettes, je veux avoir ci, je veux avoir ça. Ok, donne-moi ton morphotype, qu'est-ce qui se passe? Bah excuse-moi, mais en tant que CAFA, tu n'auras jamais les tablettes, tu n'auras jamais ta veine là, qui va être saillante, parce que c'est pas dans ton morphotype. Alors tu pourras, mais pas en santé. Et complètement éclaté, avec des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, tout ce que tu veux en termes de troubles, mais par contre, on verra tes tablettes ou on verra ta veine. Un Vata, lui, il s'en fout, il est déjà sec de base. Lui, il me dit, mais s'il te plaît, donne-moi un peu de gras. Donc en fait, on est, on va dire, toujours attiré par ce qu'on n'a pas, mais on ne peut pas vendre du rêve. Et une femme Pitta, par exemple, qui est très sanguine, qui a un gros déséquilibre au niveau hépatique et hormonal, ça va être compliqué pour elle d'être tracée. Donc ce que l'on voit sur les réseaux et la vérité, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que moi, j'en reçois beaucoup en consulte, hein, des crossfiteuses plus ou moins connues, qui suivent des diètes plus ou moins bien, et qui s'affichent très bien, mais par contre, elles viennent me voir parce qu'elles n'ont plus leurs règles, ou parce qu'elles ont des gros soucis de sommeil, ou parce qu'elles sont complètement dépressives. On ne voit pas l'envers du décor. Donc il faut faire attention entre l'apparence et la santé, et selon les morphotypes, bah, y a des objectifs qu'on ne peut avoir et d'autres non. Voilà. Donc je suis partie loin, mais en gros, c'est ça la réponse par rapport à comment j'arrive à capter en fait la personne et faire du cas par cas. Tu as parlé de l'aspect psycho-émotionnel aussi dans le suivi et énergétique aussi. Mm. Comment est-ce que tu abordes ces sujets-là avec tes patientes en général? C'est toujours en globalité en fait.
c'est vraiment du freestyle à chaque consultation. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne vais pas choisir une catégorie de tout mon panel de compétences pour... Non, je fais un mix de plein de choses. Et quelquefois, il y a des personnes qui viennent me voir que pour le côté alimentaire. Bon, bah, je sens bien qu'il y a un truc derrière on est sur une alimentation purement émotionnelle. Bah, on va aller un petit peu creuser, même si elle n'est pas venue pour ça. Ouais, mais le but, c'est que tu sois mieux. Donc, bah, moi, je vais essayer de t'orienter vers d'autres types de tips, de clés. Euh, Encore une fois, pour trouver l'un des facteurs, parce que c'est multifactoriel, qui va amener en fait ces troubles-là. Donc, chercher la cause de la cause de la cause. Donc, voilà comment j'aborde en fait, en termes de coaching, le côté psycho-émotionnel. C'est vraiment au cas par cas. J'ai pas de consultation dédiée au côté psycho-émotionnel en fait. Après, j'ai des consultations dédiées à l'énergétique, ça c'est sûr. Donc des soins pour le coup énergétiques sur table, puisque j'ai fait mes études de naturo et en parallèle, en même temps, j'ai fait des études de médecine chinoise et donc indo-tibétaine. Là, je vais travailler dans le corps, sur le corps. Et quelquefois, on a beau chercher toutes les réponses intellectuelles que l'on veut, c'est dans le corps que ça se passe. Et on peut relever des blocages transgénérationnels, de traumatisme ou autre, on aura beau donner tous les compléments du monde, le meilleur traitement, l'hygiène de vie possible, s'il y a un blocage énergétique à tel ou tel organe, sur tel ou tel organe, ça partira pas. Il faut c'est holistique en fait. Vraiment, c'est ce côté holistique. Ouais. Comment est-ce qu'on réconcilie le côté énergétique et qui nous vient principalement des traditions de l'Est et, comme tu l'as dit, de beaucoup de pratiques antiques Oui. qui étaient là bien avant nous et qui le seront bien après également. Ouais. Comment est-ce qu'on réconcilie ça avec l'esprit un petit peu, je ne sais même pas si c'est un mot, j'allais dire scientocentrique, mais cette focalisation sur la science, sur les études, sur ce qu'on peut quantifier. Parce que, je veux dire, pour moi, ça a du sens. Ma femme, elle est formée en nutrition holistique. C'est un monde que je côtoie régulièrement. Mais je sens qu'il y a vraiment encore un blocage quand tu parles aux gens de ce côté énergétique. Je veux dire, ce qui me vient à l'esprit, c'est la page que j'étais en train de lire l'autre soir sur la jonction neuromusculaire, sur la façon dont les axones déchargent leur action potential, j'ai même pas le terme en français. Je veux dire, tout ça, c'est de l'énergie. Ça part de l'électrique, ça tourne en chimique, ça revient ensuite. Enfin, c'est tout de l'énergie. On est de l'énergie, mais il y a encore beaucoup de monde qui a du mal à se faire à l'idée que c'est un truc et que ça peut être travaillé. Et peut-être même pour jouer l'avocat du diable sur ce côté-là des choses, parce que c'est, entre guillemets, moins quantifiable, peut-être c'est aussi plus facile à fausser. Ah mais totalement. Là, je te rejoins vraiment. Il y a des très bons thérapeutes comme des charlatans, total. Hein. Donc c'est vrai que cette profession, c'est compliqué de la rendre crédible en fait. À part tester et être soi-même son propre cobaye, c'est compliqué de quantifier scientifiquement comme tu l'as dit, puisque bon, il y a la médecine, oui, la médecine quantique hein, qui va prouver certainement des choses. Moi, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas connaissance suffisante pour en parler. Mais comme ça ne se voit pas, c'est comme des longueurs d'onde téléphoniques. Pourquoi on me dit souvent, mais moi, j'y crois pas. Alors déjà, c'est pas une croyance. On n'est pas dans un dogme ou dans une religion. C'est comme ça, tes cellules sont gorgées d'énergie pour qu'elles interagissent entre elles. On est du magnétisme condensé qui est devenu matière. Tu portes un téléphone, tu peux appeler à l'autre bout du monde. Excuse-moi, est-ce que tu vois un fil physique qui les relie? Est-ce que la longueur d'onde, tu y crois ou tu n'y crois pas? C'est exactement la même chose. Donc, l'ensemble de la vibration de toutes nos cellules, pour qu'une cellule fonctionne bien, en fait, on oublie souvent, dans notre société actuelle, parce qu'au niveau quantique, c'est largement banal, en fait, ce genre de truc. Maintenant, dans notre société hyper scientifique, on a mis de côté tout ça. Pour qu'une cellule fonctionne bien, il faut qu'elle soit nourrie, hydratée, oxygénée. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais si elle ne vibre pas correctement, les 3 points d'avant, bullshit obsolète. Donc, le travail de l'énergéticien, c'est de travailler sur cette vibration cellulaire qui, après, impactera, en fait,
l'oxygénation de la cellule, le fait qu'elle puisse vraiment communiquer de manière plus intéressante, etc. Donc l'ensemble de nos cellules vont former ce champ vibratoire qu'on peut appeler fréquence énergétique, les corps énergétiques, l'aura. Il y a plein de noms en fait. Et en effet, il y a un peu à boire et à manger dans tout ça. Mais disons que je ne sais pas comment te répondre de manière scientifique, parce que actuellement encore, la science, je pense, je parle en mon nom, peut-être je connais peut-être pas encore, n'a pas résolu n'a pas trouvé en fait totalement la compréhension de ce qui se passe en termes de vibration, parce que c'est pour le coup métaphysique. Et ouais, c'est comme tu as dit, faut essayer de faire le lien. Une des choses que m'a apporté ce podcast cette dernière année et demie, c'est d'arrêter de dire ah non, ça marche pas, ou ça n'existe pas, ou ça, c'est pas vrai. Mm. C'est dire comment est-ce que je le mets en relation avec toutes les autres choses que je connais déjà. Quels sont les Oui, points d'ancrage, et ensuite, est-ce que je peux construire le réseau, est-ce que je peux construire la toile d'araignée, et au final, oui, est-ce que ça peut devenir un avec ce que je sais déjà. Et ça, c'est du travail qui prend du temps, c'est du travail qui parfois requiert certains outils de mesure qui peut-être n'existent pas encore. Il y a des choses qu'on peut mesurer aujourd'hui, et ça, pour tous ceux qui s'intéressent à la physiologie, il y a des choses qu'on peut mesurer aujourd'hui qu'on ne pouvait pas mesurer il y a 50 ans. mhm, Et donc, si on parlait de ces choses-là il y a 50 ans, les gens, ils nous prendraient pour des fous. Je pense exactement. que, et c'est même pas pour dire qu'un jour on pourra tout quantifier et tout mesurer. Je sais même pas si on pourra le faire. Et peut-être que c'est même pas en fait ça qui est intéressant, ou ce vers quoi on Pas du tout. devrait tendre, parce que tout comme je parlais des équations chimiques avant, on va pas commencer à essayer d'expliquer des phénomènes biologiques à un niveau quantique. C'est des champs d'application qui sont différents. C'est des choses qui fonctionnent et qui peuvent être ancrées sur la même chose, le même sujet, ou la même molécule, pas la même molécule, mais vraiment le même sujet de conversation, mais qui fonctionnent à des niveaux qui sont différents. On ne peut pas Mm. nécessairement faire le lien entre eux. C'est Par trop de faire. contre, à leur niveau respectif, c'est des choses qui ont un impact. Exactement. C'est deux sphères presque différentes, et vouloir toujours chercher des liens et mettre du mental aussi dessus et de comprendre, toujours essayer de comprendre, d'avoir la preuve, etc. Ça nous coupe en fait de nos ressentis corporels, qui est en fait la base. Parce que si on fait ce genre de thérapie, c'est une thérapie, c'est pour que dans nos sensations corporelles, on se sente mieux. Mhm. Donc, vouloir tout le temps mentaliser, parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans cette société où tout est hyper mentalisé, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes de dépression, de burn-out et autres, parce que c'est la tête, la tête, la tête. Peu d'ancrage avec le corps, peu de ressenti avec le corps, peu de ressenti aussi émotionnel. Ça, c'est culturel aussi. On n'a pas le droit de ressentir ses émotions parce que ça fait fragile, etc., etc., etc. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais tout ça, c'est nous couper en fait de notre essence d'humain, de notre essence d'être humain sur cette planète, qui est qu'une vibration. Mhm. Ouais, et comme tu l'as dit, le mot être qui ressort pour moi, Mm, c'est pour être, tu n'as pas besoin de nécessairement penser. exactement. Et donc, comme tu l'as dit, couper des fois un petit peu ce qui se passe entre les deux oreilles, ça, c'est de très très loin C'est mon plus gros compliqué, hein. problème. Et C'est très, très compliqué. c'est très très compliqué, surtout quand bah, tu es encouragé à le faire jour et nuit. Mm, Et comme tu as dit, on perd un petit peu, la connexion avec nous-mêmes. En fait, c'est ça. Et des fois, se retrouver et juste être, même voilà, pour ceux pour qui cette conversation va un petit peu trop loin, pose ton téléphone, va marcher dans la forêt. Va marcher tout seul dans la forêt pendant 1 heure, et mm, tu en ressortiras. Et que tu puisses le quantifier ou pas, dis-moi que tu te sens moins bien qu'avant. Et je pense que exactement. juste d'être et d'être présent, ça a une valeur monstre, mais qui est difficile à mettre en pratique, qui demande une certaine rigueur, une certaine discipline, qui est, à mon avis, sur le même plan que la rigueur et la discipline nécessaires pour exceller dans une discipline X ou Y. Si tu veux devenir meilleur dans ce domaine-là, il faut y passer du temps. Ça va être difficile. Tu vas devoir passer certaines barrières, des choses auxquelles tu te confrontes. Non, j'ai pas envie d'arrêter de penser. Non, j'ai pas envie de poser mon téléphone. Non, j'ai pas envie de ne plus travailler pendant l'heure qui vient parce que j'aime mon travail et parce que je veux faire que ça. Là, je parle pour moi. Euh, et c'est qu'en essayant de faire ces choses-là un petit peu plus et un petit peu mieux qu'on va pouvoir tendre vers ces états en fait qui sont si bénéfiques, mais encore, je pense, mécompris. Ouais. Mais tu l'as bien dit,
ce côté ne pas être dans le moment présent. On est tout le temps en projection future ou en nostalgie passée. On n'est jamais aujourd'hui à l'instant T sur ce qui se passe et il y a beaucoup de blessures, d'émotions qui nous gouvernent en fait. On est un petit peu manipulé par toutes ces blessures, quelquefois transgénérationnelles, qui manipulent notre état, notre caractère aussi, parce qu'on fonctionne par rapport à ça. Ça me fait penser à un autre parallèle qui, pour le coup, est un peu plus scientifique, par rapport au système nerveux archaïque, c'est-à-dire système nerveux orthosympathique et parasympathique. Pourquoi ça me fait penser à ça? Parce que le système orthosympathique, bon, on va le rappeler, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà, c'est vraiment le système de fuite, d'alerte, d'adrénaline, de défense, de combat, de qu'est-ce qui se passe en fait. C'est un système nerveux qu'on a depuis le début de l'humanité, c'est pour ça qu'il est archaïque. Et donc, tu es Homo sapiens sapiens, tu te fais courser par un mammouth, il faut que tu réagisses. Dans ce système-là, ton corps va privilégier en fait ta pompe cardiaque et nourrir tes muscles. Parce que soit tu dois fuir, soit tu dois combattre. Donc, il va stopper, entre guillemets, toutes les autres fonctions de récupération, de sécrétion enzymatique digestive, c'est-à-dire que tes enzymes, c'est des petits ouvriers qui viennent t'aider à digérer, à découper, etc. Parce que ce n'est pas l'urgence là. Pourquoi je parle de ça? Parce que entre le stress du travail, entre le stress d'une hyper-intensité dans le training notamment, on se retrouve souvent trop en orthosympathique. C'est ce qui va nous amener à la dépression ou au burn-out en fait. C'est que c'est trop. On ne passe pas assez en para, qui est le système de relaxation, de détente. Il y a des personnes qui dorment, elles sont toujours en orthosympathique. Les yeux qui partent dans tous les sens la nuit, elles n'ont pas cette régénération optimale en fait. Je fais un parallèle avec l'alimentation et le training. Quand on sort d'un entraînement hyper intensif et qu'on n'a pas travaillé notre système nerveux profond, c'est-à-dire de peut-être faire des respirations, de cohérence cardiaque, de méditation pleine conscience, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, rester en conscience, on n'est pas retourné en parasympathique. Donc, on n'a pas de sécrétion enzymatique prête. Les personnes qui se ruent sur leur shaker dans les 20 minutes de la fameuse fenêtre, quel est l'intérêt? Sans parler des méfaits de certains shakers de protéines, quel est l'intérêt de manger dans cet état? Quel est l'intérêt dans la récupération, dans la régénération musculaire, de manger en orthosympathique? Sachant que qui, à part des moines tibétains qui ont travaillé ça depuis des années, arrive à passer de ortho à para comme ça? Non, il faut vraiment travailler. C'est comme un entraînement musculaire, travailler son système nerveux et son mental pour réussir à accélérer ce passage de l'ortho à para, pour justement, une fois que tu as terminé ton entraînement, tu te poses, tu te relaxes, tu continues de transpirer, tu redescends petit à petit, tu vas préparer ta bouffe, tu as le temps, c'est pas la peine de te précipiter sur quelque chose à manger pour soi-disant pas perdre du muscle, tu as le temps, redescends, mange en parasympathique, ne mange pas devant les infos qui sont complètement anxiogènes, profite des moments en famille et mange dans un cadre et dans une ambiance qui est propice à ta sécrétion enzymatique. Et là, tu as tout gagné. D'où le fait d'être dans l'instant présent. Ouais, et ça, c'est tellement. J'adore le parallèle que tu as fait parce que, encore une fois, je suis dans ce gros bouquin de physiologie humaine et de bioénergétique. Et ce qui m'est venu à l'esprit quand tu as expliqué tout ça, c'est le chapitre où, justement, redirection du flux sanguin selon les besoins du corps. Et comme tu l'as dit, quand les muscles ont besoin de travailler dur, eh ben, on va couper les vannes vers tout le reste. Et comme tu l'as dit, si on n'a pas cette je ne sais pas si c'est même un terme qui existe, mais cette variabilité au niveau nerveux de pouvoir passer d'un côté à l'autre, parce que l'idée, c'est pas qu'il y en ait un qui est bien et l'autre qui soit mauvais, c'est le fait de pouvoir faire la transition entre les deux et d'avoir le choix et selon les besoins du moment, de pouvoir choisir la bonne option. Si on n'a pas cette variabilité-là, eh ben, on va, en gros, voilà, même si on mange tous les meilleurs aliments du monde, l'état du corps n'est pas propice à la digestion et à l'absorption de ces différentes choses. Et donc, on peut quasiment dire que ça commence tout en fait par la conscience, par la présence, et que sans ça, eh ben, tous les efforts qui sont faits en aval, ils vont soit être simplement nuls, soit pas être exploités à leur plein potentiel. On peut avoir pire aussi. Parce que manger en orthosympathique avec un intestin qui est déjà pas top, c'est pas forcément l'idéal. Et c'est pas qu'une question d'entraînement, parce que là, on prend l'exemple de l'entraînement, mais une personne qui est hyper stressée au boulot,
parce qu'elle ne doit penser à 1000 choses. Elle est en orthosympathique. Le stress, l'énervement, l'hyper-angoisse, on n'est pas en para là-dedans. Donc, sans parler même d'entraînement, il y a des personnes qui rentrent chez eux de leur journée de boulot où ils sont pas bien, ils sont toujours en ortho et après ils mangent, bah, c'est la même chose. Ils sont toujours pas en para, donc ils sont pas redescendus. Donc c'est tout un travail, pour le coup émotionnel, parce que tu manges, tu es en colère, tu es frustré, tu es angoissé, tu es en ortho sympathique, tu pas en para. Et pour ceux qui sont intéressés à en lire un peu plus, un livre qui me vient à l'esprit, c'est celui de Robert Sapolsky, qui en anglais s'appelle Why Zebras Don't Get Ulcers, pourquoi les zèbres ne Mhm. font pas d'ulcères. Donc, Ah oui, allez, je allez lire comprends ça. allez lire ce bouquin, il est absolument fantastique, qui explique cette réponse du stress et le fait que notre cerveau, notre grand cerveau humain, qui est si fantastique, qui est certainement une des choses les plus complexes que l'on connaisse dans l'univers à l'heure actuelle, eh ben, il n'arrive pas à faire la différence entre si c'est un stress transient, si c'est un stress chronique, et tu vas très, très facilement, avec un stress psychologique simplement ou même émotionnel, avoir des répercussions sur ta physiologie de manière durable, même si tu le veux pas. C'est comme ça, tu décides pas. On n'a pas encore assez de contrôle sur notre cerveau et sur le fonctionnement de notre système nerveux pour prétendre à pouvoir régler tout ça de manière simple et décisionnelle, si je peux parler comme ça. Il y a même pour moi deux types de stress. Il y a le stress donc exogène qui est donc extérieur à toi, donc ton travail, ta famille, ta vie privée, ce qui se passe, et un stress endogène. Bah, comment va ton corps? Quel est ton état physiologique? Comment va ton microbiote? Comment va ton foie? Est-ce que tu es en acidose ou pas? Ça, c'est un stress qui est énorme, qui va directement influer sur ton système nerveux via le nerf vague, microbiote, système nerveux, etc. Et c'est ce que j'explique aux personnes qui sont hyper angoissées, hyper stressées. Tout le stress extérieur, lorsqu'elles vont le prendre en pleine tronche, en gros, ça va être amplifié fois 10, voire fois 1000, parce qu'à l'intérieur, déjà, le corps est stressé. Donc, il y a des choses à mettre en place en termes de thérapie, de coaching psycho-émotionnel. Dans ces cas-là, on va traiter le côté impact extérieur. Mais en tant que naturopathe aussi, mon rôle principal, c'est d'aller traiter l'intérieur. Et une fois qu'on a à peu près régulé les stress physiologiques du corps, qui vont être dus à une mauvaise hygiène de vie, alimentation, un training intensif, une vie de famille, une vie de couple, une vie perso qui va pas, etc. Bah déjà, le stress extérieur va beaucoup moins nous impacter. Ça va nous couler dessus. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte, l'intérieur et l'extérieur. Mhm, mhm. Je vais revenir sur le côté hormonal qu'on a mentionné avant. Si Mhm. on parle d'éducation hormonale, pour toi, quelles sont les choses que tout le monde devrait savoir au sujet de son système hormonal, que ce soit féminin, masculin, les bases qu'on devrait tous apprendre à l'école pour pouvoir peut-être s'en sortir un petit peu mieux dans la vie de tous les jours, parce que c'est compliqué et parce qu'on doit vivre avec, donc autant savoir de quoi on parle. Ouais. C'est assez complexe quand même d'expliquer simplement, justement. Euh, pour un petit peu grossir le trait, je pense que, en tout cas pour les femmes, déjà, dans un premier temps, c'est leur expliquer l'intérêt des règles. Juste ça. Au niveau pédagogique, leur dire que les règles, c'est pas leur ennemi. C'est pas la semaine par mois qui est absolument horrible. Qu'il faut justement comprendre pourquoi les règles sont horribles et mettre en place des choses. Mais déjà, psychologiquement, ne pas avoir peur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, et plus qu'on ne le croit, qui ont peur de leurs règles parce que directement ou indirectement, elles ont peur de leur féminité. Bon, ce qui renvoie, et là c'est le côté psycho-émotionnel qui rentre en jeu, leur lien affectif vis-à-vis de l'homme, etc. Bon, ça c'est au niveau psycho. Mais je pense que déjà la base c'est expliquer l'intérêt des règles, pourquoi on a nos règles. Parce que quand je l'explique, il y a des femmes qui sont ménopausées, qui du coup se retrouvent à fonctionner comme un homme. Bouffée de chaleur, je monte en température, donc je transpire comme un homme. Et là, les problèmes arrivent parce que toutes mes toxines accumulées, si encore j'ai pris plusieurs années de pilules, ça veut dire qu'en gros, je suis en ménopause artificielle depuis des années, donc je n'ai pas vidé mes poubelles. T'imagines si chez toi, pendant 10 ans, tu vides pas tes poubelles, je pense qu'à l'intérieur de ta baraque, ça pue un peu. Bah, c'est un peu ça l'idée. Donc pendant des années, elles n'ont pas vidé leurs poubelles, elles se retrouvent à la ménopause. Bon, elles ont une chance sur deux pour que les gynécos leur donnent une hormone, du coup, pour la préménopause, voire ménopause. Mais quand elles en ont marre, en fait, parce que, petite parenthèse, la pilule hormonale ou n'importe quel type d'hormone va couper ta libido, va te rendre aussi mal et avoir des symptômes complètement qui vont te détraquer. Donc, même au moment T où tu vas prendre la pilule, ça te détraque déjà, sachant que ça va te détraquer après. Bon, bah, les femmes qui sont ménopausées, elles ont plus ce phénomène d'élimination. Donc là, elles cherchent
un moyen de compenser. Donc elles font des montées de température, histoire de faire un peu de feu en fait, dans leur corps pour qu'elles puissent transpirer et éliminer via la transpiration. Bah, elles, quand je leur dis: «Bah ouais, mais tu te rends compte que ça fait des années que tu vides pas tes poubelles chez toi?» Là, il va falloir qu'on intervienne de manière presque mécanique. C'est-à-dire que là, il faut faire à la place de ton corps. Il y a plus de rééducation à voir, ce qu'on peut faire quand on est jeune ou quand on a encore, nos règles, jusqu'à la ménopause, on peut rééduquer. C'est-à-dire réapprendre à ton corps comment il fonctionne naturellement parlant et non pas lui donner quelque chose, même en plantes naturelles, on pourrait donner des œstrogènes-like ou des progestérones-like. Ça veut dire une plante qui va faire l'effet de la progestérone. C'est pas éduquer le corps, c'est faire à la place du corps. On est dans une allopathie verte, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que beaucoup de naturopathes aussi qui font ça. Et tiens, j'ai tapé sur les médecins, maintenant je vais taper sur les naturaux. Il y a des naturaux qui font de l'allopathie verte. C'est-à-dire, tu as un symptôme, je vais te donner un antisymptôme, mais c'est naturel. La cause, elle est où là-dedans? C'est pas la base, en fait, de notre métier. Donc, par rapport à ce problème de femmes qui arrivent ménopausées complètement encrassées comme ça, bah là, on va pas rééduquer le corps, c'est trop tard. Là, par contre, on va y aller au charbon et on va aller essayer de décrasser au maximum ce qu'on peut, reconstruire en même temps pour éviter que bah, la fin de vie soit pénible, en fait. Parce que forcément, l'accumulation de toxines, c'est pas anodin et ça va se mettre au niveau ostéo-articulaire. Elles vont avoir de l'ostéoporose ou de l'arthrose. Ça va se mettre au niveau inflammatoire aussi tendineux. Et après, elles vont être pas très bien aussi au niveau psycho-émotionnel, donc elles vont prendre des antidépresseurs. Et c'est un cercle complètement vicieux parce que ça, plus ça, plus ça va encore plus les encrasser, les enflammer de partout Mhm. parce qu'on n'a pas éliminé les surcharges Mhm. toxiniques. Si, pour ceux qui sont peut-être allergiques aux mots toxines, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus Ouais. ce concept-là, Alors, en quoi ça consiste et comment ça fonctionne dans le corps? il y a deux sortes. Il y a les toxines et les toxiques. Les toxines, on va dire que ce sont les déchets que notre corps va émettre naturellement. C'est-à-dire que bah, pour reprendre cette image d'ouvrier, c'est-à-dire que tes enzymes, ce sont des ouvriers qui viennent découper avec des gros ciseaux tes protéines, tes glucides, tes aliments, en fait, qui viennent travailler dans ton corps. Bah, ces enzymes qui sont des ouvriers, bah, ils vont émettre des déchets. Ils vont manger déjà, un plateau repas pour les ouvriers, et puis ils vont émettre des déchets. Donc ça, ce sont les toxines internes. Quand les ouvriers vont pas très bien, bah, il y a une accumulation de toxines qui n'est pas terrible. Les toxiques, ce sont des choses qui sont extérieures à notre physiologie humaine, c'est-à-dire tout ce qui va être étranger. On appelle ça aussi des xénobiotiques, c'est-à-dire des molécules étrangères que depuis les années 50-60, on découvre. Parce qu'avant, on n'en avait pas forcément. La chimie, le tabac, euh, et j'en passe, enfin, tous les toxiques en fait qui sont des corps étrangers pour notre corps. Donc c'est deux choses différentes. Et donc il y a toxique et toxine. C'est les deux. Voilà en gros ce que ça veut dire. Et bah c'est toxique, quoi. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que notre corps, quand il est dans une surcharge par rapport à toutes ces molécules chimiques, en fait, en gros, ou de résidus d'ouvriers, bah, il s'encrasse. Ou il va mettre des petits paquets dans un coin, ce qui forme des kystes. Un kyste, des kystes aux ovaires, c'est des poubelles de table, c'est des poubelles toxiniques. Le corps n'a pas réussi à les enlever. Je les mets à un endroit qui est un peu plus fragile chez moi, bah, ma sphère urogénitale, mais tu peux avoir un kyste au poignet, au coude, peu importe. Ce sont des résidus toxiniques qui ont été mal évacués, tout simplement. Il faut trouver en fait des analogies avec notre société actuelle de l'autoroute, les bouchons, les poubelles, c'est exactement pareil. Mmh. Ouais, c'est ça, ça se transpose à des niveaux différents avec des terminologies différentes, mais au final, si on part de la cellule et qu'on regarde l'organisme et qu'on regarde ensuite la collection d'organismes qu'est l'humanité, y a- C'est fractal. ça, ça se ressemble ça se ressemble sur pas mal de plans. Ouais. Un autre sujet dont je voulais parler avec toi, c'était tout ce qui est de l'entraînement et du cycle hormonal ou cycle menstruel. Donc, une fois que tu as pu rétablir tout ça, comment est-ce que tu préconises qu'une femme aborde ce côté entraînement, performance et on va dire du point de vue de son cycle pour Mm. que ce soit optimiser les performances ou pour optimiser sa santé de manière générale? Est-ce qu'il y a des consignes à suivre? Est-ce qu'il y a des consignes générales ou est-ce que c'est à ce niveau-là encore très individuel? Non, là pour le coup, il y a vraiment quelque chose de très général. À partir du moment où on part du postulat que le cycle est équilibré. Mhm. Si le cycle n'est pas
vraiment à 50-50 en termes d'œstrogène-progestérone, on ne peut pas se baser en fait sur ce protocole d'entraînement. À partir du moment où c'est équilibré, là c'est OK. Donc on va parler de ça, Et d'une femme pour, qui est purement juste, équilibrée. juste pour rappeler ça, donc pour toi, le fait d'être équilibré peut être ressenti au travers du fait que tu n'as pas de syndrome prémenstruel. C'est vite résumé, mais en OK. gros oui, parce qu'il Ouais. y a des femmes qui ne sentent pas forcément, qu'ils sont vraiment déconnectées de leurs sensations corporelles et de leur Mhm. corps. Mhm. OK. C'est pas que des sensations physiques. L'état dépressif, l'hyperagressivité ou l'hyperémotivité, euh, l'hy- l'hyperangoisse aussi également, ou un mal-être général, ça peut être un syndrome prémenstruel, même s'il n'y a pas D'accord. de syndrome précis de Mhm. les douleurs à plier en deux pendant les règles. Donc c'est vraiment général les syndromes prémenstruels. OK. Mais en gros, oui, on n'a pas de syndrome prémenstruel, tout va bien, en gros. Mais enfin, tout va bien, oui et non, parce que sous pilule, on n'a pas de syndrome prémenstruel, presque. Donc, attention, voilà. Mais en fait, pour expliquer grossièrement, on a dans notre phase de cycle qui est de 28 jours, théoriquement. Petite anecdote d'ailleurs, c'est très intéressant de comprendre le parallèle entre l'humanité et la nature. On a un cycle de 28 jours qui est un cycle lunaire. La Lune a une circonférence de 28 jours, une révolution pardon, de 28 jours, alors que le Soleil a une révolution de 72 jours. Eh ben, devine combien de temps un spermatozoïde se fabrique chez vous les hommes? 72 jours. Donc on est vraiment, c'est le yin, le yang, c'est une complémentarité parfaite. Mhm. Et exemple de femmes qui arrêtent une hormone de synthèse et qui sont aménorrhées, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus des règles. Forcément, on a dit à leur corps de se taire pendant des années. Une fois qu'elles arrêtent l'hormone de synthèse, le corps ne sait plus faire. Bah, on les cale en termes de protocole sur un cycle lunaire parce qu'on ne sait pas quand est le J1, premier jour des Mhm. règles, on ne sait pas quand est l'ovulation, donc on ne peut pas recadrer tout ça, bah, on va les caler sur la Lune. Donc déjà, théoriquement, on a un cycle de 28 jours. Il y a des femmes qui ont évidemment des cycles de 30, de 32 et qui sont très bien équilibrées, mais plus de 35 ou 40 jours, ce n'est pas un équilibre, même si tout va bien. C'est quand même un petit déséquilibre. Donc, ensuite, un cycle de 28 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des femmes qui sont réglées à 28 jours. Mais par contre, à l'intérieur, c'est le bordel. Donc, avoir un cycle de 28 jours ne veut pas forcément dire être équilibré. Attention, euh, si c'était simple, franchement. Non, Si seulement. si On seulement fait. les femmes étaient simples, ça serait. Pas Ouais, du ouais. tout. Donc, on peut avoir une ovulation qui est censée être pile au milieu, donc à J14, J15, qui est soit en retard, soit en avance. Mais ça, c'est à régler aussi. Ça veut dire que la phase entre le premier jour des règles jusqu'à l'ovulation, ça fait une moitié de cycle. Cette phase-là est à dominance œstrogénique. Ça veut dire qu'on va avoir plus d'œstrogène sécrété à ce moment-là. Quand on est déséquilibré, on en a trop. Ou alors que notre foie est surchargé par des œstrogènes de l'alimentation, de perturbateurs endocriniens ou de pilules. On en a trop. À partir de J14 ou J15, où on a notre phase d'ovulation, où on est donc très féconde, on va passer dans une phase progestéronique jusqu'au retour des règles. La progestérone, en général, elle est diurétique. Elle est anti-inflammatoire aussi, anti-acide. Donc, quand on commence à prendre de la flotte, à faire de la cellulite chez les femmes, enfin, oui, parce qu'on parle de la femme de toute façon, mais beaucoup, c'est très féminin la cellulite de toute façon, c'est une réaction inflammatoire par manque de progestérone, parce que la progestérone vient calmer en fait Mhm. ce besoin du corps de tout de suite remplir de flotte parce qu'il y a une inflammation. Donc déjà, premier déséquilibre, tu prends de la flotte, tu te prends 1 ou 2 kilos avant les règles, tu as un déséquilibre. Voilà un peu comment s'organise ce cycle-là. 15 jours œstrogène, 15 jours progestérone, en gros. Bah, pendant les 15 jours d'œstrogène, on va être plus apte dans notre entraînement à développer de la force, à construire de la masse et de la fibre musculaire plus facilement. À partir de l'ovulation, on peut vraiment avoir un pic de forme où c'est l'effet qui se coule. Ça passe ou ça casse. Soit c'est un pic de forme où tu vas pouvoir exploser en fait tes performances, faire des PR par exemple, ou au contraire, tu es tellement euh, légèrement enflammé quand même, parce que tu es dans cette phase de transition vers les oestrogènes et les progestérones, que tu peux te blesser aussi dans cette phase-là. Donc ça passe ou ça casse. Et à partir de la phase de J15 jusqu'aux règles dans la phase progestéronique, bah là, on va avoir une moins bonne résistance à l'insuline. On va moins bien digérer les glucides de manière générale. Donc il va falloir aussi dans son alimentation adapter à ça. Mais par contre, on a beaucoup plus de facilité à aller vers du conditioning
faire du cardio long, etc. Et avoir un petit peu de charge plus modérée, en fait. Donc déjà, rien qu'avec ces 2 infos-là, on peut déjà cycler notre truc. Pas la peine d'aller faire des cycles de force pendant la phase progestéronique parce qu'on va être rincé. Et comme on est rincé, on se dit: «Ah, bah, voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Il y a 15 jours, ça allait parfaitement, maintenant j'arrive même plus». Bah, c'est normal, en fait. Il en est où ton cycle? Et donc les femmes qui n'ont pas un cycle régulier, équilibré, sous pilule ou pas, où c'est le bordel, un jour ça peut aller, le lendemain ça peut pas aller et elles savent même pas d'où ça vient, ni pourquoi, ni comment. Donc en gros, voilà comment tu peux, déjà orienter une femme par rapport à son à ses règles, sachant qu'avant toute chose, il faut qu'elle régule ses règles. Une fois que c'est régulé, bah, il faudrait que la plupart des coachs qui vont vraiment coacher de près des athlètes, féminins féminines, bah, ils puissent avoir leur calendrier menstruel, en fait, tout Mmh. simplement. On en est où aujourd'hui? Très bien, on est à J-2 avant l'ovulation. On va y aller tranquille, on va y aller à la sensation. Tu te sens comment? Très bien, parce que la blessure peut arriver, comme ça, déchirure musculaire ou un truc, ça pète, en fait. Tu te sens hyper bien, sauf que tu vas, bah, du coup, tu vas y aller pleine balle et là, ça peut péter. Donc il faut y aller à la sensation et orienter, son athlète, selon où elle en est dans son cycle. Mmh. Ça me paraît primordial. Pour les coachs qui souhaiteraient en savoir un peu plus, comme tu l'as dit, pour quiconque qui travaille avec des femmes en général ou des athlètes Mmh. qui souhaiteraient performer, est-ce qu'il y a des ressources éducationnelles que tu préconises, des endroits où on peut trouver ce type d'informations avec un petit peu plus de Heu, détails ou peut-être sur même internet, des... tu trouves quand même pas mal de choses parce Mmh. que ouais, sur internet, ça commence un petit peu. Ça devient un peu la mode maintenant. Ça y est, on en parle de plus en plus. Ça y est, sur les réseaux maintenant, toutes les 5 minutes, on en parle, donc c'est cool. On peut facilement trouver ce genre d'infos sur internet. J'ai pas de bibliographie particulière comme ça qui me viennent tout de suite en tête pour Mmh. te donner ça, mais ouais, sur internet, même en des articles, américains aussi, tu peux en trouver pas mal d'infos là-dessus, déjà. Et quelle est la meilleure manière pour un athlète, pour un coach, un homme, pour aborder ces sujets-là avec une femme? Parce que c'est clair que c'est peut-être des fois des sujets un petit peu sensibles. Donc, de par ton expérience, de par du fait que tu es une femme, quel serait ton conseil pour ben, des gens comme moi qui travaillent avec des femmes et qui voudraient peut-être avoir une ou deux clés pour soit Mmh. aborder le sujet, soit commencer à mettre la puce à l'oreille que ça peut être une conversation qui peut être Ouais. engagée à un certain moment. Là, c'est ouais, c'est délicat parce que c'est selon comment tu vas capter la sensibilité de l'autre, mais c'est pour le coup l'aborder, bah, évidemment dans la bienveillance, vraiment, mais peut-être commencer par questionner déjà quel est son rapport, elle, vis-à-vis de ses règles. Parce que si tout de suite elle devient toute rouge, elle est hyper mal à l'aise, pour elle c'est un sujet tabou, bah, tu sais que tu vas pas pouvoir y aller franco en lui expliquant: «OK, bah, aujourd'hui on va faire du squat, tu en es où dans ton cycle? Très bien, tu mets ça». Non, tu peux pas, c'est pas possible. Mais déjà, c'est tâter le terrain sur ça. Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle est même ouverte à essayer de se renseigner un peu plus sur ça? Est-ce que tu peux déjà poser la question si elle est sous contraceptif ou pas? Déjà clair et net, ça les met en fait en catégorie. Et quand elles sont plus sous contraceptif, combien de temps elles en ont pris déjà? Et est-ce qu'elles ont fait quelque chose après? Et comment sont leurs règles maintenant? Donc c'est plutôt, pour le coup, en termes de coaching, abordé presque en tant que thérapeute, vraiment, sur l'aspect émotionnel, avant même d'expliquer le côté physiologique, je Mmh. pense. Mmh. Parce qu'il faut mettre en confiance la femme, parce qu'il s'agit de son intimité, de sa féminité vraiment profonde. Moi, c'est vrai que je suis complètement inhibée de ce genre de sujet parce que toute la journée, je parle de ça, je demande comment sont les transits d'un tel ou d'un tel. Les gens, ils sont un peu. Moi, pour moi, c'est comme s'il fait beau, il fait pas beau. T'es à la selle combien de fois? Moi, je suis inhibée de ça. Mais il y a des femmes où tu peux les heurter, en fait, parce Mmh. que dans leur famille, elles n'ont pas été éduquées comme ça. Ça peut être un sujet tabou, etc. Donc, il y a pas de règle vraiment pour aborder ce genre de sujet avec une femme, juste il faut tester la sensibilité de la femme et commencer déjà à, comprendre quel est son rapport, elle, vis-à-vis de sa féminité avant même d'orienter toi ton discours. Mmh. Mathilde, en tout cas, c'était un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui et je sens qu'on a couvert pas mal de terrain et j'espère que ce Ouais. sera des informations qui vont apporter beaucoup de choses aux personnes qui l'écouteront. Pour ceux et celles qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur toi et sur le travail que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Oh bah, sur Instagram, MH Naturo tout simplement, où, j'essaye de temps en temps de poster des petits trucs quand, j'ai des idées. J'y vais vraiment,
à l'idée fulgurante au feeling, comme ça. Voilà, il y a toutes les infos dessus. Il y a aussi le lien de la plateforme en ligne où on peut prendre rendez-vous si on le souhaite. Voilà, en gros, grosso modo. Super. En tout cas, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci d'avoir partagé tout ça. C'était un plaisir d'échanger. Écoute, merci à toi de m'avoir invité et merci encore. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.